Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en enseignement scientifique, donc toujours dans le thème 3, une histoire du vivant. Cette fois-ci, donc, on va s'intéresser à l'évolution. Donc là, on va rester dans le cas général, donc pour l'ensemble des espèces. Après, dans un autre chapitre, on s'intéressera à l'évolution, mais à l'échelle humaine, ok, donc seulement des humains. Et donc, l'évolution ici, on va essayer de la voir comme une grille de lecture du monde. En effet, puisque l'ensemble des caractères que nous héritons en particulier, tout simplement découle en fait de l'évolution. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser en effet à l'anatomie, par exemple, qui est le résultat de l'évolution. Bon, alors, je dis l'anatomie, mais en soi, il n'y a pas que l'anatomie qui est le résultat de l'évolution. Vous avez plein d'autres caractères que nous possédons qui sont le résultat de l'évolution, ok, dont l'anatomie en particulier, ok. Et puis ensuite, dans le second temps, on va s'intéresser aux applications concrètement des phénomènes évolutifs, donc au domaine du médical et ainsi de l'agriculture. Donc là, pour cette deuxième partie, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait l'an dernier en SPSVT pour la partie médicale, puisque l'an dernier en SPSVT, nous avions étudié rapidement donc la variation génétique à l'échelle des bactéries, ok, et donc la résistance aux antibiotiques. Bon, j'en dis pas plus parce que sinon je vais déborder un peu sur la vidéo même. Et donc c'est parti, on clique. Alors tout d'abord, donc l'anatomie, comme je l'ai dit, c'est le résultat de l'évolution, c'est-à-dire que concrètement, si on prend par exemple l'exemple de l'œil, en fait, un œil qui va être un œil fonctionnel, qui est très simple, va apporter donc un avantage sélectif. Et donc, il va fonctionner sur le principe d'une cellule photoréceptrice, comme vous pouvez voir sur le schéma à droite, accompagné donc d'une cellule pigmentée. Ok, bravo. Et après, donc, par le biais de l'évolution, votre œil qui de base est très simple, c'est-à-dire donc composé de cellules photoréceptrices et pigmentées. Donc, photoréceptrices qui vont tout simplement être sensibles à la lumière et qui vont contenir des opsines, donc qui vont permettre également de voir aussi bien le jour que la nuit. Voilà, voilà. Et cet œil qui est très simple à la base, après, par le biais de certaines complexifications, donc notamment modification de la forme, comme on peut voir sur le deuxième schéma, puisqu'en effet on passe d'un œil qui est plutôt plat à un œil de forme sphérique. Puis après, dans un troisième temps, cet œil, il se développe encore plus puisque on a la présence d'un cristallin. Et puis, sans compter que en plus de votre œil, donc composé de cellules photoréceptrices et de cellules pigmentées, dans un second temps, au cours de l'évolution, on ajoute une cavité optique et donc d'une rétine. Et puis ensuite, on a l'ajout en plus de nerfs optiques, ok, de la chorée, de la lentille et de l'iris. Et en fait, tout simplement, si on regarde bien, l'apparition de toutes ces formes d'yeux, ok, c'est dû à l'évolution, ok, c'est dû à l'évolution. Et donc, c'est dû notamment à la sélection naturelle qui aura avantagé l'apparition de ces formes de yeux, ok. En effet, par exemple, si on prend les yeux, ils ont évolué. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, ils s'adaptent au milieu selon lequel ils vivent. Par exemple, que vous soyez dans l'eau ou que vous viviez en plein air, forcément là, il n'aura pas les mêmes contraintes. Il ne va pas suivre les mêmes contraintes que si vous êtes dans l'eau ou dans l'air, ok? Et donc, c'est en fonction des contraintes aussi que vous avez sur votre milieu, que du coup, la sélection naturelle, comme on a vu dans la précédente vidéo, va s'appliquer plus ou moins différemment. Et donc, les différentes formes d'yeux vont pouvoir se développer, ok? De sorte à s'adapter à la luminosité du milieu, de sorte à tout simplement s'adapter au milieu lui-même. Et donc, là, pareil, les yeux donc, qui se développent au cours du temps, il y a deux phénomènes qui vont se développer par la suite, ok, tel que le phénomène d'accommodation, qui va permettre donc de voir l'objet qui soit loin ou très proche, ou encore tout simplement le développement donc du nerf optique, qui va permettre à l'œil, ok, de recevoir le message qui va aller au niveau de la rétine, et après la rétine qui est reliée au nerf optique et qui est lui-même relié au cerveau, donc qui va permettre de transmettre en fait le message nerveux visuel vers le cerveau. Et après, le cerveau, en conséquence, va retransmettre un autre message d'une autre nature vers un organe effectueur, la plupart du temps. Voilà, et d'ailleurs, concernant les yeux, justement, tous les yeux les yeux, par exemple, des êtres humains ne sont pas nécessairement parfaits, vous voyez. Si on prend le cas de l'œil humain, on a ce qu'on appelle une zone invisible, ok. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, selon où, je sais pas si vous avez fait l'expérience, donc l'expérience de Marriott, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que vous allez prendre un œil, ok, vous prenez seulement un des deux yeux, et vous allez fixer un objet, et donc plus ou moins loin. Et à un moment donné, donc, vous allez avoir une zone qu'on appelle de tache aveugle, parce qu'à un moment donné, si vous fixez l'objet de très près, vous allez arriver à le voir, votre point. Mais si vous fixez de trop loin également, vous arrivez à le voir. Mais par contre, arrivé à une certaine distance, vous n'arrivez plus à le voir, parce qu'en effet, il y a une zone de tache aveugle qui existe au sein de l'œil. Donc ça, c'est un petit inconvénient qu'il y a chez les humains, qui n'existe pas forcément chez l'ensemble des êtres vivants.
ou bah, on aurait des cellules qui au contraire bah, seraient plus sensibles à la lumière à ces zones-là, ok, qui capteraient la lumière dans les zones de cache aveugle, ok. Mais encore une fois, bah, l'œil là que nous avons, nous les humains, c'est le fruit de l'évolution, tout comme les yeux qu'ont les pieuvres, c'est le fruit des humains. Et ainsi, donc, ça permet de dire aussi que, concrètement, et bah, des organes, tels que nous pouvons les voir, nous, les êtres humains, ou au sein du vivant, et bah, ils ont une structure qui, bah, est le résultat de l'évolution, et qui n'est surtout pas parfaite. Et parfois, il existe certaines structures anatomiques qui sont imparfaites. C'est le cas, par exemple, du nerf laryngé. En effet, le nerf laryngé, bah, c'est donc un nerf qui a pour origine le cerveau et qui va innerver le larynx, donc qui est situé à peu près en haut du cou. Donc c'est un organe respiratoire. Et donc, bah, si vous visualisez rapidement, vous dites que c'est à côté normalement le larynx et le cerveau. C'est vraiment à côté. Et bah, au lieu de faire un trajet en ligne droite pour aller du cerveau jusqu'à innerver le larynx, donc jusqu'à atteindre le larynx pour faire plus simple, et bah, au contraire, il va faire un trajet beaucoup plus long et complexe, c'est-à-dire donc qui va partir du cerveau, aller jusqu'au bas de la crosse aorte, ok, et donc qui est situé au niveau du cœur, et remonter du cœur pour aller vers le larynx. Donc c'est un trajet qui est beaucoup trop long pour bah, la distance que c'est, ok. Et donc on peut même se dire que carrément c'est un trajet aberrant. Et pourtant, ce trajet-là, donc il n'est pas dû au hasard. Enfin, ce trajet-là, donc il y a deux raisons, donc notamment à ce trajet-là. Tout d'abord, bah, il y a une raison qui est liée au développement de l'embryon, puisqu'en effet, lorsque chez l'être humain l'embryon va se développer, et bah, les vaisseaux sanguins qui sont proches de l'embryon, et bah, sont présents en fait sous forme d'arc aortique. Et donc cette structure, et bah, elle est supposée hériter d'un ancêtre commun, qui est commun à tous les vertébrés en fait. Et en fait, donc là, je vous mets des petits schémas. Et en fait, du fait de la structure donc de la crosse aortique, donc qui se développe au cours de l'embryon, et bah après, c'est du coup ces arcs aortiques qui vont fusionner afin de former les vaisseaux qui sont proches du cœur, tels que l'artère aorte ou la crosse aortique. Et donc après, du fait de l'architecture par la suite de l'embryon, et bah ça fait que tout simplement, et bah votre nerf laryngé est obligé de passer derrière le cœur, ok, bravo. Puisqu'en effet, et bah tout simplement, la crosse aortique et le larynx, et bah au départ chez l'embryon, c'est plutôt proche. Et après, bah quand du coup tous les vaisseaux sanguins situés au niveau de la crosse aortique fusionnent, et bah ça fait qu'avec la structure, il est obligé vraiment de passer par derrière. Il peut pas faire autrement, ok, bravo. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple chez la girafe, bah le nerf laryngé est encore plus long, ok, parce que bah ça suit la même logique, ok, vous voyez dire. Donc ainsi, bon, pour donner un petit peu de termes de vocabulaire, bon, on dit que le nerf laryngé, donc il subit deux contraintes, une contrainte de nature structurelle, puisqu'en effet c'est du fait de la structure donc de l'embryon et donc de l'organisme à l'état d'embryon que le nerf laryngé est obligé de subir ce trajet-là, mais il subit également une contrainte phylogénétique donc liée à l'évolution. Ok, bravo. Bon, après on a aussi deux types de contraintes qui ne sont pas le cas par exemple du nerf laryngé, mais qui existent. C'est la contrainte adaptative. Ok, bravo. Donc là, bah, ça dépend du milieu où vous êtes aussi. Bon, ensuite, l'étape suivante. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'application des concepts évolutifs bah, pour comprendre concrètement bah, comment une bactérie peut être résistante à un antibiotique. Et donc, dans un second temps, dans le cadre de l'agriculture. Alors du coup, bah, première chose qu'il faut savoir donc pour la résistance aux antibiotiques, c'est que oui, bah, à la base, une bactérie, c'est comme tout être vivant, il va subir donc des divisions cellulaires. Du coup, si vous avez PSVT l'an dernier ou même cette année, et ben, ça va bien vous parler cette notion de division cellulaire et de mitose, puisqu'en effet, elle est présente, comme je l'ai dit, chez les bactéries également. Donc, du coup, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va partir d'une cellule contenant donc de l'ADN qui est en fait présent au sein d'un chromosome à deux chromatides. Et donc, et bah, par le biais de quatre étapes, comme vous pouvez le voir sur le schéma, et bah, tout simplement, en fait, vous allez arriver d'une cellule fille contenant donc un chromosome à deux chromatismes à une cellule fille contenant des chromosomes à une seule chromatide, ok. Et donc le problème qu'il y a, et bah, pour que le matériel génétique soit conservé au cours donc du cycle cellulaire, et bah, l'idée c'est quoi? Ça va être de redupliquer le matériel génétique, donc de refabriquer une deuxième chromatide. Donc ainsi, qu'est-ce que nous allons faire? Il va falloir donc faire une réplication. Et donc cette réplication elle va se dérouler de la manière suivante. C'est-à-dire que l'ADN qui est présent dans la chromatide du chromosome, et bah, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, vous avez au sein de l'ADN de cette chromatide, et bah, tout simplement une double hélice. Et donc en fait l'idée c'est que chaque hélice va être séparée par une molécule extérieure qu'on appelle l'ADN polymérase. Et donc cette molécule d'ADN polymérase va d'un premier temps séparer les deux brins d'ADN. Et donc
tout simplement, en face de chaque brin d'ADN, et bah, on va associer donc le nucléotide complémentaire. Alors, le truc qu'il y a, c'est que du coup, cette opération, comme elle se réalise très vite, de même que le temps de division cellulaire chez les bactéries est très rapide également, et bah, également, bah, le phénomène de réplication va se faire très vite, c'est-à-dire que le recopiage du nucléotide, donc en nucléotide complémentaire, par exemple, et bah, en face d'une adénine, on met une thymine, en face d'une cytosine, une guanine, comme vous savez depuis la seconde, et bah, ce recopiage il se fait tellement rapidement que du coup, ça peut entraîner des erreurs et donc la présence de mutations. Et de mutations pourquoi? Parce qu'on aurait, dans ce cas-là, un mauvais appariement entre certains nucléotides. Une adénine, par exemple, qui ira en face d'une cytosine. Et ça, c'est lié bah, au temps de réplication, comme je l'ai dit, qui est très rapide, puisque le recopiage il doit se faire très très rapidement. Et donc, ces mutations-là, qui peuvent être générées du fait d'un mauvais appariement des nucléotides lors de la réplication, et bah après, derrière, peuvent entraîner des mutations. Et donc, ces mutations peuvent, dans certains cas, être responsables tout simplement et bah, de la résistance des bactéries et bah, tout simplement aux antibiotiques. Puisqu'en effet, bah, ces mutations après peuvent toucher le gène qui va contrôler la résistance à l'antibiotique et donc, par conséquent, rendre la bactérie résistante à l'antibiotique. Ok? Vous voyez dire. Alors après, il ne faut pas dramatiser non plus, dans le sens où, premièrement, bah, le phénomène de réplication, faut savoir que le taux d'erreur il est très faible. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une erreur pour 1000 nucléotides, ok? Ça, c'est le plus gros taux d'erreur, donc au maximum. Mais en général, bah, on est plutôt entre 10 puissance, une erreur pour 10 puissance 5, voire 10 puissance 9 nucléotides. Donc c'est un très faible taux d'erreur. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que chez la plupart des êtres vivants, en fait, et voilà, pour certaines mutations, il existe des systèmes de réparation qui vont consister tout simplement à éliminer ces mutations, ok? Et donc à faire diminuer comme ça la fréquence bah, de gènes mutés, ok? Bravo. Alors justement, maintenant, pour revenir à notre sujet, pour revenir donc tout simplement à la résistance des bactéries aux antibiotiques, et bah du coup ça génère un très gros problème parce qu'en effet, et bah si les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, et bah ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire déjà quand vous avez un traitement aux antibiotiques, il faut surtout aller jusqu'au bout de ce traitement. Parce que bah si vous n'allez pas jusqu'au bout du traitement, c'est-à-dire qu'il va rester des bactéries qui potentiellement après pourront se redupliquer et donc ainsi bah, être présentes en plus grand nombre et ainsi bah, par le biais de la sélection naturelle et donc de la dérive génétique également, et bah ça peut générer une résistance à l'antibiotique qu'on avait mis précédemment et donc par conséquent et bah l'antibiotique ne serait plus efficace contre la bactérie. Et, et pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement, il faut savoir que bon, là c'est un truc, peut-être ça va vous intéresser, les gens qui font SES, mais en fait, et bah, la recherche pour les antibiotiques, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup. Donc, et bah, il est très difficile, tout simplement, bah, de fabriquer des antibiotiques. Enfin, il est très difficile pour une maladie d'avoir plusieurs échelles d'antibiotiques, plusieurs gammes comme ça d'antibiotiques différentes, de différents niveaux. Donc c'est pour ça que vraiment, et bah, quand vous faites un traitement avec un antibiotique, il faut parvenir jusqu'au bout des antibiotiques, jusqu'au bout du traitement. Sinon, bah, ça devient vite problématique. Et donc, pareil, ce que je viens de vous montrer dans le cas bah, des bactéries fonctionne également en agriculture. Ok, c'est-à-dire que traiter trop, bah, tout simplement un champ avec des pesticides peut générer une résistance de la part des insectes aux insecticides. Et donc, par conséquent, et bah, du coup, l'espèce serait l'insecticide qui était prévu justement pour faire chasser l'espèce, elle serait complètement inutile. Alors du coup, bah, après, il faut savoir qu'il y a des recherches également qui sont faites justement bah, pour trouver d'autres solutions que les antibiotiques, ok, ou d'autres antibiotiques, mais celles-ci sont encore à l'état de recherche. Voilà. Et également aussi, dernière chose que je vais vous dire sur les antibiotiques, mais ça marche également pour les insecticides, c'est éviter, pareil, et bah, de trop utiliser justement les antibiotiques. Parce que quand vous utilisez trop les antibiotiques, et bah, comme ça, vous favorisez aussi, enfin, vous augmentez le risque et bah, de former des bactéries résistantes, ok, ou même des espèces résistantes bah, à l'insecticide si on est dans le cas de l'agriculture, ok. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, c'est vrai, c'était le cas il y a 2-3 ans quand il y avait le Covid. Dès qu'il y avait le Covid, on disait oui, il faut mettre antibiotiques par là, antibiotiques par-ci, voilà, et parfois pour pas grand chose. Hein. Pour un petit rhume, on disait antibiotiques à droite à gauche. Mais déjà dans antibiotiques, il faut savoir que étymologiquement parlant, ça veut dire quoi antibiotique? Bah vous avez le mot anti, donc contre, et bio, bah la vie. Donc c'est contre la vie déjà. Donc quand vous ingérez un antibiotique, littéralement vous détruisez et bah vos bactéries, ok? Vos bactéries, et donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et donc, ainsi bah, vous détruisez vos bonnes bactéries et donc bah, par conséquent ça peut avoir des effets négatifs sur le reste du corps, ok.
Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, toi en mathématiques et en sciences.